Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Marissa Rachel. Bonjour, et puis merci pour ce petit moment dans l'été qui fait chaud. C'est absolument pas français, ça on s'en fout. Oh, on s'en branle. Donc merci beaucoup, c'est cool que tu sois venu. Franchement, je suis trop contente de te rencontrer enfin, vraiment. Voilà, et c'est ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, c'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, entre guillemets, dans le sens où on avait déjà fait un podcast sur la vie difficile des auteurs d'érotisme. On va revenir sur ce terme après. Et puis, on a également fait un podcast plus long sur la différence entre l'érotisme et la pornographie. Exactement. Et j'en parlais encore ce matin avec Françoise Ray. Quelle chance de l'avoir rencontrée. Ça m'a fait plaisir. Tu vas me parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à devenir auteur, et en particulier auteur d'érotisme. Alors là, je sais que ça va te faire rebondir. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Alors, il faut savoir qu'avant, j'étais chroniqueuse pour certains magazines parisiens lesbiens. Et j'ai été repérée grâce à Facebook. J'avais tendance à poster plein de coups de gueule, etc. Le magazine me contacte, c'était LP Mag à l'époque. Donc je parle de ça, je sais pas, je devais être en 2010, je crois, ou quelque chose comme ça. Et à la suite d'un article que j'avais écrit sur les personnes trans, j'ai des potes qui me disent tu devrais écrire un roman. Donc du coup, mon premier roman, c'était Another Me, le parcours d'un petit garçon transsexuel, et qui était à l'attention particulièrement des personnes cis qui ne connaissaient pas du tout l'univers de la transsexualité, donc basé sur des faits réels. Et après, j'ai bossé pour Jeanne Magazine également. Donc là, c'était plus la Musardine qui m'avait contactée pour écrire le Kama Sutra lesbien, le premier Kama Sutra lesbien en français, et j'en suis pas peu fière. Et du coup, j'avais écrit une sorte de Kama Sutra, mais vraiment très léger. Il fallait qu'on ait l'impression que c'est une pote qui s'adresse au lecteur et pas quelque chose vraiment de trop chiant, ce qu'on a l'habitude de voir, etc. Par la suite... Alors, pourquoi j'ai dit... pourquoi c'est vrai que j'ai tendance à te présenter comme auteur d'érotisme, de romans en particulier, de fiction, parce que qui c'est qui nous permet de nous rencontrer? C'est Frank Spengler. Oui, ouais. Merci à lui. Merci, ouais. Dieu sait qu'il m'a beaucoup aidé dans mon parcours d'auteur, j'aime bien le dire, parce qu'il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est un homme extraordinaire, donc oui, c'est très bien de le dire, oui. Et Franck, ce qu'il publiait, c'était de la romance, de l'érotisme léger. Parce que lui, c'était plus du côté blanche, c'était érotisme porno, on va dire, et après du côté d'Hugo, c'était plus léger, c'est la romance, je crois. Voilà, mais enfin, il est surtout connu pour les éditions blanches, avec un certain nombre de romans qu'on fait date dans l'histoire de la littérature érotique, et c'est lui qui nous présente. Donc je me dis, elle a écrit de l'érotisme, pour faire simple. Oui. Et puis c'est vrai qu'il avait quand même une spécialisation avec le BDSM, qui se vend moins bien, on va dire, aujourd'hui. Et donc c'est vrai que je suis resté un petit peu là-dessus. Et puis je fais ta découverte, et puis je vois que tu as écrit bien d'autres choses. On va en parler ensuite. Et que, en guise d'érotisme, disons que tu as écrit des livres, tu vas me confirmer si on peut dire ça comme ça, qui n'ont pas vocation, ou en tout cas pas uniquement vocation à exciter. Non, d'ailleurs, ce ne sont pas des romans masturbatoires. Non. Voilà, clairement, c'est pas ça. Ouais. Le premier que tu publies, tu viens de le dire, c'est plutôt... c'est un roman, mais c'est informatif, quoi. C'est pour exactement, que les c'est gens... vraiment pour informer les gens. Après, effectivement, j'ai écrit Décousu, le journal d'une libertine, qui est le point de départ de ma trilogie de Rose, qui est la descente aux enfers d'une personne borderline. Donc, Rose, ton personnage principal. Le personnage principal. Donc, ça va vraiment expliquer, par le biais de Décousu, Outrage, qui n'a pas été édité dans la même maison, et à limite, qui revient à la même maison d'édition, parce que Décousu, c'est 5 sens, Outrage, Hugo, et à limite 5 sens de nouveau. En fait, la trilogie de Rose, c'est vraiment pour expliquer comment une femme peut vivre lorsqu'elle a été abusée, lorsqu'elle était enfant. Donc effectivement, mon héroïne est addicte au sexe. Ça fait partie on va dire, comme elle a été traumatisée, etc., pour elle, c'est un échappatoire. Mais elle ne voit pas le sexe comme une personne, entre guillemets, normale, etc. Elle va avoir des expériences qui vont être... Elle n'a pas de limite. Elle est vraiment borderline, elle est vraiment sans limite. Et plus ça va aller, plus elle va aller très très loin. Donc Décousu est relativement léger, on pourrait le prendre comme un roman érotique, mais c'est la clé et la base de tout. On va vite s'apercevoir d'un Outrage qu'elle a un problème, et dans Est à limite, c'est expliqué, parce que moi j'aime bien fonctionner à l'envers en fait, un petit peu à la irréversible, et Est à limite va expliquer tout le parcours
de ma Rose, de quand elle était petite, ce qu'elle a pu subir, l'enfermement psychiatrique, etc. Et pour vraiment mettre l'accent sur, voilà, quand une femme a été abusée dans son enfance, elle va avoir d'énormes difficultés à se reconstruire et parfois ne va pas pouvoir se reconstruire. C'était vraiment des romans pour bousculer, pour faire réagir, mais pas pour provoquer, pour le plaisir de provoquer. C'était non pour dire, regardez, ça existe, quoi, en fait. Ce ne sont pas des romans masturbatoires. Non, du tout. Ce sont plus des romans noirs. Ouais. D'accord. Et alors c'est marrant parce que, comme je disais, j'ai interviewé ce matin Françoise Ray. Françoise Ray, c'est pareil, elle a un parcours un peu particulier. Le poids de la société en particulier fait qu'elle va avoir qu'elle va devenir, elle dit ça comme ça, j'aime beaucoup le mot, elle va devenir une gourgandine. Oui, gourgandine. Et elle explique bien dans son interview, j'incite les gens à aller visionner son interview, parce qu'elle explique bien aussi, elle, pourquoi elle est comme ça. Et que si elle n'avait pas vécu le poids de la société vis-à-vis des choses du sexe, ça ne se serait probablement pas passé comme ça s'est passé. Elle n'aurait pas eu la vie qu'elle a eue, en fait. Bien sûr. Et je pense que, voilà, ça peut expliquer aussi, ça peut être une explication complémentaire au livre que tu as écrit, parce que c'est vrai que peut-être que c'est difficile de voir un roman, parce que ce sont 3 romans quand même, comme une explication. Et c'est vrai que moi, en tant que lecteur, quand je tombe sur un roman comme ça, je me demande où est la part de l'explication et où est la part de la fiction. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, je trouve ça important. Alors, justement, tu vas en parler tout à l'heure. Mais avant, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous parles un petit peu de ton parcours, de ta vie, parce que dans les écrits, il y a souvent un contexte à l'écriture, et notamment qui peut expliquer l'intérêt pour tel ou tel sujet. Donc, qu'est-ce que tu veux bien nous dire de ton parcours avant ? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire et pourquoi ces sujets-là ? Alors, du peu que je m'en souvienne, moi j'ai toujours écrit. Alors après, j'ai pas trop de souvenirs d'avant mes 8-9 ans. Donc ça, je vais mettre cette période-là de côté parce que je ne me rappelle pas. Mais à partir de 8-9 ans, je dévorais les bouquins. Et après, mon rêve, c'était d'être écrivain. En fait, j'avais vraiment ça, je portais ça en moi. J'écrivais alors des trucs, des petits poèmes, on commence tous par des poèmes, il me paraît, etc. Et moi, j'avais vraiment besoin d'écrire et je tenais un journal intime comme beaucoup, je pense, de jeunes filles ou de jeunes garçons ont pu le faire quand on était adolescent. L'écriture, comme la lecture, parce que je lisais beaucoup, c'était vraiment un moyen, la lecture, de m'échapper du réel. Et c'était aussi, pour moi, la lecture, un moyen de rêver éveillé, tout en choisissant les rêves dans lesquels j'avais envie d'aller. Alors les rêves étaient plutôt sombres parce que je lisais beaucoup de Stephen King à l'époque, quand j'avais 11 ou 12 ans, donc c'était pas non plus la joie. Mais je jonglais également avec ça s'appelait des teenagers, et les teenagers, c'était une collection lancée par Harlequin, champion de l'amour, pour les adolescents. Et moi, je pensais que cette collection, elle cartonnait, que tous les ados de mon âge kiffaient les Harlequins, champions de l'amour, version teenager. Et j'ai appris dernièrement que cette collection, en fait, elle a fait un bide complet. Elle n'a pas fonctionné, alors que moi, ces romans, j'avais vraiment l'impression d'avoir une bande d'amis que je retrouvais dès que je me mettais dans ma lecture, et que quand je fermais le livre, ils étaient en pause dans mon roman, comme dans les jeux vidéo où ils ne bougeaient plus, etc. D'accord. Donc la lecture, c'était vraiment... je m'échappais de la réalité, puis j'ai été en pension plus jeune. C'était rêver éveillé. Donc la lecture, les bouquins m'ont toujours accompagnée, c'était tout naturellement. Après, avec l'écriture aussi, j'ai retrouvé un bouquin que j'avais écrit quand j'avais 15 ans. J'ai fait quand même. C'était un petit peu, on va dire, on voyait bien l'influence de Stephen King quand même, avec des pouvoirs surnaturels, machin comme ça. C'est quelque chose que je ne ferai lire à personne. Ça va de soi. Comment ça, tu le feras lire à personne? Non, tu vas donner envie, là, forcément. Il faudrait trop que je le retravaille. C'est mignon, mais j'ai 15 ans, quoi. Je ne suis pas une Françoise Sagan non plus, quoi, tu vois. Donc voilà, en gros, pour l'écriture, pourquoi l'écriture et la lecture, moi, ça m'a toujours porté, en fait. D'accord. Et pourquoi ces thèmes-là? Je viens de créer un blanc, là. Attends, pourquoi ces thèmes-là? Je pense qu'à la base... En fait, je ne peux pas te dire pourquoi ces thèmes-là, parce que ça a été le début. Ça a été le début de l'écriture. Je te dis, j'ai même commencé par une biofiction sur les personnes trans, donc rien à voir avec moi, etc. Pourquoi Décousu derrière? Je crois que je m'ennuyais, en fait, à l'époque. Quand j'ai écrit Décousu, j'étais dans une situation... perso qui était peut-être je m'ennuyais un peu, j'étais dans une caserne militaire avec mon ex, enfin voilà quoi,
Et j'ai eu besoin de créer peut-être ce personnage sans savoir du tout où c'est qu'elle allait m'emmener. Donc c'est ce personnage qui avait plein d'aventures, qui était complètement libre, alors que moi j'étais déjà enfermée, alors que j'étais libre avec mon ancienne partenaire de vie. Après, je me pose pas trop la question parce que moi, mes personnages, ils arrivent sans que je les réfléchisse. Je fais pas de plan ni rien. Ils arrivent, ils me secouent, ils me disent il faut que tu parles de moi maintenant. Il y a une sorte de schizophrénie littéraire presque un petit peu, tu vois. Donc moi, quand Ma Rose, elle est arrivée, j'ai dit on va traiter ce sujet-là. Après, j'ai toujours été très à l'aise avec... Comment elle arrive, ta Rose? Parce que comme tu dis, tu fais pas de... C'est-à-dire, tu fantasmes un personnage, tu y penses. Au début, tu n'y penses pas forcément pour écrire. Non, elle est là. Non, si, c'était pour l'écriture, parce que moi, je fréquentais vraiment déjà à la base donc toutes les communautés LGBTQIA+, libertines, fétiches, BDSM. J'étais déjà dans ces communautés-là. D'accord. Puis je me suis dit, bah tiens, on va faire quelque chose de léger, parce que je voulais aussi montrer les travers du libertinage par le biais de Ma Rose, qu'on arrête d'imaginer que c'est un monde idyllique, super, youpi, tralala, mais non, il y a des tromperies également chez les libertins, il y a tout un tas de trucs comme ça. Moi, le sexe, je sais que depuis que je suis toute gamine, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais dans le sens de la curiosité, moi, j'ai pas le souvenir que dans ma famille, il y ait eu des choses tabous. Enfin, j'ai été élevée que par ma mère, mon père n'était pas avec nous. J'ai pas le souvenir qu'avec ma mère, il y avait des sujets tabous. Et c'est vrai que pour rebondir justement sur le fait quand j'étais enfant et adolescente, donc on est 5 dans la famille. Moi, j'ai été la seule où j'ai vraiment eu un rapport avec maman qui était très fusionnel et très amical, on va dire même. Et Pourquoi tu es la seule? Tu es la dernière? non, je suis la première. Tu es la première de la famille? Donc une sorte de meilleure amie de ma mère quand elle était un peu plus jeune, si tu veux. Mais elle a toujours insisté sur le fait qu'il fallait que je sois libre de choisir ma sexualité, libre. Donc vraiment, elle me parlait de sujets, mais tout à fait librement, sans tabou, sans gêne, etc. Et je pense que c'est peut-être pour ça que par la suite, c'est un sujet peut-être qui m'a intéressée, je sais pas. C'était plus de la curiosité, pas de la curiosité, pareil, masturbatoire ou quoi que ce soit. C'était de me dire pourquoi j'avais certains camarades où il y avait certaines femmes qui avaient honte, par exemple, d'avoir des relations, ou qu'elles parlaient pas de sexe librement, etc. Je comprenais pas en fait ça. Ça me paraissait bizarre qu'on n'ose pas parler de ces sujets-là. Je parle de ça il y a 40 ans, donc c'était il y a longtemps. Oui, parce que pour toi, tu as toujours eu cette liberté-là. J'ai toujours eu cette liberté-là. Et par contre, maman m'a toujours également mise en garde aussi. Elle m'a dit de faire attention. Elle m'a pas dit que dehors, l'extérieur, c'était le danger. Mais elle m'a toujours dit, il faut que tu sois entourée, t'es une fille, t'es une jeune fille, t'es une femme jolie, donc tu peux attirer les loups, entre guillemets, les prédateurs. Donc elle m'a toujours expliqué d'être prudente, etc. Elle a fait de son mieux, je pense, pour justement m'éviter qu'il m'arrive des pépins par la suite. D'accord. Elle t'a prévenu des risques. Elle m'a prévenu des risques extérieurs. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc je pense que c'est pour ça qu'après, moi je dis que Ma Rose, elle est arrivée comme ça, mais juste derrière cette trilogie, j'ai écrit un livre sur l'alcoolisme, qui est en relation directe avec mon père qui est décédé à la suite de cette maladie qui est l'alcoolisme en fait. Après, j'ai écrit Accommodé au safran, qui est une comédie romantique, donc rien à voir. J'ai écrit des nouvelles dans des collectifs de nouvelles. Là, j'ai écrit un polar. Donc moi, j'ai toujours fait en sorte de ne pas m'étiqueter. Et ce qui a été difficile pour moi, c'est que donc je suis photographe également et que je fréquentais les milieux BDSM, libertins, LGBT, machin, etc. Et encore le LGBTQIA+, je le mets de côté parce que c'était plus un côté militant. Mais le reste, on me voyait un peu dans certaines soirées et tout de suite, t'as l'étiquette libertine. Oui, j'étais libertine avec mon ex-femme, ok. Mais moi, je vois plus l'utilité d'avoir recours au libertinage ou même au BDSM aujourd'hui. Je pense que j'ai passé à un autre cap qui fait que non, ça m'intéresse plus. Mais cette étiquette, elle reste. Et elle est très longue à décoller. Vraiment. L'étiquette libertine. Ouais, ça reste encore. Et les gens, ils font aussi l'amalgame avec Ma Rose. Ils me disent, oui, c'est toi l'héroïne. Non, effectivement, je me sers de ce que j'ai vécu, de ce que je n'ai pas aimé, de ce que j'ai vu, mais également des témoignages que j'ai pu entendre. Mais si j'étais Rose, je ne serais pas là actuellement pour te parler. Parce que Ma Rose, elle est détruite, quoi. Ça, c'est clair. Alors, en fait, ce que tu viens de me dire m'inspire deux questions. Alors, la première, tout de suite,
tu dis tout le temps ma rose. Hein. On a l'impression que Ouais. tu l'aimes, ta rose. Hein. Oui. Et alors en particulier, tous les auteurs sont pas comme ça, mais beaucoup d'auteurs sont attachés à leur personnage. Et à toi, on sent. Enfin, j'allais te demander, mais j'ai en même temps l'impression que c'est pas nécessaire. Est-ce que tu es attaché à ton personnage, en particulier à celui-là? Tu dis ma rose, hein, c'est pas anecdotique. Est-ce que tu es attaché à ce personnage-là? Rose, elle a été très lourde pour moi. Ça a été vraiment très particulier, l'écriture de ces, en particulier de Outrage et d'État limite, parce qu'elle venait, elle venait chuchoter à mon oreille. J'avais vraiment les et ça me secouait dans la nuit. C'était vas-y, il faut que tu écrives maintenant, il faut que tu écrives. Et quand j'ai écrit État limite, je me rappelle que j'ai bugué à un moment donné parce que je n'arrivais plus à écrire. Je me suis dit mais je comprends pas. Et en fait, j'entendais dans ma tête, il faut, j'entendais tout un tas de trucs, mais il n'y avait rien, parce que moi, je voulais l'amener dans une direction. C'est-à-dire qu'à la base, Rose devait être érotomane. Et puis, c'est Sabrina, ma compagne, qui m'a dit, mais ta Rose n'est pas érotomane, elle est état limite. Je me rappellerai toute ma vie de ce jour-là où j'étais devant l'ordinateur, Sab, elle était assise derrière. Quand elle me dit ça, mes doigts, ils ont dansé sur le clavier à une rapidité incroyable. Et à ce moment-là, c'est comme si, en fait, Rose était réelle. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'elle était vraiment là à me raconter son histoire et je n'avais pas intérêt de faire faux bond parce qu'elle bloquait. Et je me souviens qu'une fois, on était même allé à... Dans le sens où tu n'aurais pas voulu trahir les propos du personnage que tu avais créé, quoi. Parce que je bloquais. C'est-à-dire que si je voulais l'emmener dans une direction, elle refusait. Et ça allait très très loin, cette histoire. Ça peut paraître un peu complètement perché ce que je vais dire, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Je me souviens que Rose, dans État limite, elle doit partir à Montpellier, s'installer vers l'étang de Berre, je crois que ça s'appelle, l'étang de l'Or. L'étang de Berre, c'est l'étang de Thau. L'étang de l'Or, ou je ne sais plus comment, à Montpellier, à Moguio, un truc comme ça, Possible. en fait, en bas. Il y en a plusieurs de toute façon. Et là, je ne sais pas pourquoi, donc je dis, bah, tiens, elle va avoir une maison. Puis je visualisais la baraque, j'avais regardé un peu sur Google Maps, parce que j'aime bien faire ça pour être certaine. Puis je voyais, mais on ne voyait pas du tout la maison, rien du tout. Et là, je dis à Sab, j'ai fait, écoute, on va aller à Montpellier faire un tour là-bas. Il ne manquerait plus qu'on voit la maison. Ce que je vais dire, c'est véridique. Vraiment, c'est la vérité vraie. Et on y va, et on n'avait pas bu rien du tout. Et on va sur un petit chemin, je lui dis, écoute, c'est là-bas, la baraque, elle est là-bas, c'est incroyable. J'avais l'impression d'être, du coup, de voir ce que Rose, elle voyait. Et on continue de rouler, et là, j'entends Sab qui, parce qu'on était dans la voiture, un petit chemin, puis j'entends Sab qui dit bonsoir, puis j'entends une voix féminine qui dit bonsoir. Puis on continue, puis c'est à même elle fait, tu as vu la nana qui était au bord du... Là, vraiment, elle était vraiment au bord de la route avec un vélo. Je dis, bah non, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu. On fait demi-tour très rapidement. Impossible de retrouver donc le petit étang qu'on avait vu sur la droite et impossible de retrouver cette personne. Elle est très terre-à-terre, Sabrina, vraiment, il n'y a pas plus terre-à-terre qu'elle, donc elle a cherché des explications à tout. Moi, dans ma tête, c'était, non mais c'est Rose. Tu sais, c'est con, hein, quand t'es auteur, tu pars dans des histoires complètement incroyables, mais cette histoire, je la raconte très souvent. C'est pour te dire à quel point elle est vivante. Voilà, elle est vivante. Maintenant, c'est bon, elle m'a foutu la paix. Donc pour moi, parce qu'on m'a demandé une suite encore. Ouais. Mais j'ai fait, je peux pas écrire de suite parce qu'elle se termine dans État limite. Elle se termine d'une certaine façon. Je fais moi, c'est bon, j'ai fait le travail que je devais faire. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'était de dénoncer l'inceste, la pédophilie, les désastres sur les femmes, la violence, l'emprise. Et vraiment l'autodestruction aussi, parce qu'une femme, elle peut, que ce soit même pas qu'une femme, ça peut arriver à des hommes aussi, quand il y a vraiment de lourds traumatismes, et mener une vie normale, c'est pas possible. C'est où on s'autodétruit, où effectivement on arrive à trouver une bonne équipe de thérapeutes, etc., qui nous permettent de sortir la tête de l'eau, soit ensemble. Il n'y a pas 36 000 solutions en fait. Et après, comme je dis, mon père, j'avais peur de ne plus pouvoir écrire après État limite en fait. J'ai toujours ce vide en me disant mais bordel, je vais plus avoir d'inspiration, c'est mon dernier bouquin. Et là j'étais chez ma meilleure pote Fanny et je me réveille et je lui dis je vais écrire sur mon père. Elle me dit allez, c'est reparti quoi. C'est-à-dire je connais pas de grande période de page blanche. Déjà page blanche, je ne sais pas ce que c'est. Moi c'est juste l'angoisse de ne pas pouvoir écrire. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, c'est reparti, même pas. C'est juste qu'il me faut le temps de me vider complètement pour me remplir. Donc là, je vais sortir, je vais rencontrer des gens, je vais prendre tout ce que j'ai besoin de prendre dans certains détails, etc. Et après, c'est reparti. Moi, ça fait donc depuis 2015 que j'écris. Je sors un bouquin par an, en gros. 1 à 2 bouquins. Donc, ça va, j'ai pas à me plaindre, quoi. Et dans des maisons d'édition, donc je suis vraiment contente. Vraiment. Ouais.
Alors, une question que j'ai envie de te poser, que tu m'inspires, c'est que tu parles de ta vie intime depuis le début à peu près de l'interview. C'est-à-dire que tu dis que tu as eu un compagnon, une compagne, que tu as fréquenté tous les milieux. Oui. Et quelque part, la question que j'aime bien poser aux personnes que j'interviewe, en particulier dans les auteurs qui ont écrit de l'érotisme, alors, qui ont écrit sur les sexualités, c'est quel est finalement comment toi tu te décris, parce qu'on a l'impression que tu as touché à tout en fait. J'ai touché à tout. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à toucher à tout? Parce que souvent les gens se décrivent, même si c'est pas forcément, si ça peut être mouvant au cours des années. Comment tu te décrirais toi? Comment tu décrirais ton orientation sexuelle finalement? Qu'est-ce qui fait que tu as touché à tout, pour être plus précis comme question? Parce que je suis une personne, je pense, libre, qui écoute son instinct avant le cerveau, on va dire, ou avant ce que la société va pouvoir penser ou quoi que ce soit. Je me suis jamais trop posé de questions. À un moment, tu me dis, je me suis toujours senti très libre, donc j'ai fait tout ce que je voulais. Moi, je me sens très libre, mais j'ai pas eu toutes les expériences que tu as eues parce que j'en ai pas ressenti le besoin, en fait. Voilà, oui, d'accord, tout à fait. Ouais. Et quelque part, si tu as vécu toutes ces histoires-là, c'est peut-être parce que tu en avais envie, c'est peut-être parce que c'était nécessaire pour toi, c'est peut-être parce que aussi tu avais une... Alors certains se définissent comme, je ne sais pas si c'est le bon terme, pansexuels, ils sont attirés. Pansexuel, ouais. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Et sapio, donc en plus j'ai la double. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui t'a amené à vivre toutes ces histoires-là, parce que moi j'aurais pas été ouvert à autant d'histoires que toi en l'occurrence, parce que je suis pas comme tu viens de te décrire. Et c'est bien ou c'est pas bien, hein, évidemment, ça n'a rien à voir. C'est juste que y a quand même quelque chose qui fait que tu as vécu toutes ces histoires-là. Après, toutes ces histoires, je les ai vécues dans un laps de temps qui était relativement court. Ça a duré 5 ans à l'époque où j'étais avec mon ex-femme, où là j'étais dans le libertinage, etc. On était un couple, ce qu'on appelait un couple libre. Là, j'ai exploré tout ce que j'avais besoin d'explorer, tout ce que j'avais envie d'explorer, pour me dire, ben voilà, telle ou telle pratique j'aime, telle et telle pratique je n'aime pas. Mais je ne me suis jamais sentie forcée de faire quelque chose. C'est-à-dire, j'étais juste une curieuse et j'ai fait ce que j'appelais et ce que j'appelle toujours des expériences de vie. Alors pourquoi je te posais la question? Parce qu'en général, on se dit que ces expériences-là, en particulier quand on a écrit sur les sexualités, elles nourrissent elles nourrissent les écrits, oui, c'est ce qu'on se dit forcément. Enfin, c'est ce que j'imagine. Ouais. Mais ça aide, hein. Ça aide. D'accord. Ah oui, ça aide. Moi, je sais que pour Rose, pour Décousu, etc., je fréquentais déjà les milieux, donc j'ai pu vraiment me baser sur des faits réels. Ce que j'ai écrit, c'est romancé, attention. Hein. Mais j'ai pu beaucoup discuter aussi avec des libertins et des libertines, des BDSMers, etc., ce qui m'a permis de nourrir mon récit, ça c'est certain. Ouais. Plus c'est moi, je suis vraiment une auteure de réalité. Vraiment, j'aime bien écrire dans le vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je fasse fausse route. C'est pour ça qu'il faut que je me renseigne à donf avant d'écrire sur un sujet. Parce que je sais pertinemment qu'on va me choper, entre guillemets, si jamais je fais une bourde ou quoi que ce soit, en me disant, écoute, t'as écrit de la merde là, ça ne peut pas se passer comme ça. Ou bien alors ce trouble, parce que je décris le trouble borderline, je peux très bien avoir des psys, alors que j'ai bossé avec des psys également, et des infirmiers psys, et même des patients qui étaient état limite. Si j'avais fait ou écrit n'importe quoi, effectivement, j'aurais très bien pu avoir des personnes qui me toquent en me disant « mais tu as écrit vraiment n'importe quoi ». Il y a ça, et en plus c'est vrai que dans une certaine mesure, quand on écrit de la fiction, on peut se permettre, à partir du moment où ça sert l'histoire, on peut se permettre d'être pas forcément tout à fait réaliste, mais il faut que ce soit assumé, quoi, effectivement. Oui. Si tu as l'impression que tu vas... ou si ça peut donner l'impression aux personnes concernées parce que tu écris que tu les as trahis, enfin que tu as trahi un petit peu ce qu'ils vivent, effectivement ça dessert. Et puis quelque part, même quand c'est romancé, même quand c'est un roman, il y a toujours une fonction informative, quoi. D'ailleurs, c'est le premier bouquin que tu écris, on sent bien que tu es concerné par cette façon d'écrire. Oui, et puis moi, en fait, même dans Décousu, pour revenir sur Décousu, j'étais, je pense, si je me rappelle bien, dans une dynamique de dire... Allez les femmes, libérez-vous de vos chaînes et vivez librement votre sexualité, peu importe ce qu'on va vous dire, il faut que vous arrêtiez de penser que vous n'avez pas le droit de faire telle ou telle pratique sous prétexte que ce n'est pas bien, non, vivez à fond. Moi je pense que j'étais vraiment dans cette optique-là à l'époque de Décousu. Ce qu'on pourrait qualifier de féministe. Un côté féministe, mais pas oui, si, c'est féministe,
Mais le problème avec le mot féminisme, c'est qu'il a tellement été roulé dans la gadoue, etc., c'est qu'aujourd'hui on mélange tout. Donc oui, c'est du féminisme par contre, juste pour dire aux femmes, allez, allez-y, on s'en bat les steaks, foncez, vivez votre sexualité comme vous l'entendez, sans écouter le voisin, la voisine, votre père, votre mère qui va vous dire, ah ben non, c'est pas bien ce que tu fais. Non, t'as envie de le faire, tu le fais. Je pense qu'il y avait ce côté-là dans Décousu. Après, petit à petit, c'est vrai que moi, je ne choisis pas tellement où mes personnages vont m'emmener. Hein. C'est un petit bonheur la chance. Hein. Pour rebondir sur le féminisme, c'est un mot qui m'agace un peu, en fait. Mais qui m'agace un peu parce que, disons que dans un monde parfait, le monde dans lequel j'aimerais vivre, il ne devrait pas exister, en fait. Il ne devrait pas y avoir de féminisme. C'est ça qui m'agace un peu. Et effectivement, comme tu le dis, parfois... Mais c'est bien parce qu'on n'est pas dans le monde que tu voudrais, dans lequel on soit, que le féminisme existe. Moi, je remercie 1000 fois les féministes de s'être battus pour nos droits, parce qu'aujourd'hui, on en serait encore à préparer la popote pour Popol, l'attendre derrière le fourneau, ne pas avoir le droit de voter. Bon, pour ce que j'en ai à foutre de voter, on s'en fout. Mais on ne pas avoir le droit d'avoir un compte en banque. La femme était considérée moins que rien. Merci les féministes. Complètement. Aujourd'hui, ce qui fait que le féminisme est en train de perdre de sa force, c'est une fois de plus parce que la société est en train d'en faire. Enfin, et c'est déplorable parce qu'il y a encore du travail, il y a encore des femmes qui n'ont pas le même salaire que les hommes, il y a encore majoritairement, dans les violences conjugales, majoritairement ce sont des femmes qui se font violenter par leur époux, majoritairement les femmes ont toujours le poids de la société quand elles sont mères de famille en disant si ton enfant il a des problèmes c'est de ta faute, hein. Faut pas oublier que même dans les écoles ou même quand l'enfant va aller voir un pédopsie, c'est encore la faute de la mère. Après c'est en train de changer mais c'est toujours la faute de la mère, donc non il y a encore un combat. Oui, il est toujours présent. Et féminisme n'est pas un gros mot. Et moi, je connais beaucoup de copains hommes qui sont féministes. Mais féministes dans le côté de on va se battre pour que demain, nous soyons tous des humains. En fait, ce qui m'agace, je vais préciser ma pensée, parce qu'on pourrait croire que... Non. Mais ce qui m'agace, c'est que on devrait idéalement tous l'être, en fait. Bien Donc, sûr, quelque part, on devrait, ça. comme on devrait tous l'être... ça reviendrait finalement à être normal, enfin tous normaux. Ça devrait faire partie de... C'est en ça que ça m'agace. Et en particulier, effectivement, ça aboutit à des choses qui sont un peu dévoyées avec du néo-féminisme qui parfois est extrémiste. Bon, ça c'est un autre problème, mais effectivement ça peut... Oui, mais quand tu regardes en général, ce sont des personnes qui sont très très jeunes. Elles ont besoin de faire partie d'un clan. Je peux le comprendre, je suis passée par là aussi. Il y a vraiment besoin de faire partie d'une communauté parce que dans une communauté on est plus fort et puis on a envie de se battre on aimerait avoir le monde idyllique où chacun est libre de vivre comme il veut, où il n'y a plus de genre, il n'y a plus de sexe, on est juste des humains. Je kifferais, je pense que je ne verrai certainement pas ce monde-là. Mais moi, on va dire la totalité de mes amis hommes sont féministes, très clairement. Après, comme ils me disent effectivement, je ne peux pas dire ouvertement je suis féministe parce que sinon on m'envoie des galets dans la tête, quoi. Donc, mais par contre, oui, il y a le truc de se dire, oui, on n'en est pas encore au même niveau. Eux, ils ont compris que quand on parle d'égalité, on ne parle pas obligatoirement, parce qu'il y a des hommes qui mélangent tout en disant « Ouais, puisque tu veux l'égalité, t'as qu'à porter tes 15 tonnes de je sais pas quoi. » Non, c'est pas une égalité physique, c'est juste des petites choses qui font beaucoup, en fait. Ouais. Et les femmes, ça commence à se libérer. Moi, je connais encore, et moi la première, me trimballer dans certaines rues à 2-3 heures du matin, et je sais que certains hommes vont dire « Ah moi aussi, je serre les fesses. » Oui, mais nous, on les serre 2 fois plus. C'est-à-dire que l'agression, elle va très vite. C'est-à-dire que les viols, ils continuent. Alors oui, les hommes aussi sont agressés. Je ne vais pas minimiser ça, loin de là. Mais majoritairement, c'est les femmes qui se font emmerder dans la rue. Et ça, il ne faudrait plus qu'il y ait la boule au ventre quand on sort, en gros. Donc oui, Décousu, de toute façon, tous mes bouquins, même Accommodé au serpent, qui est une comédie romantique, mon éditeur m'a dit oh là là, mais tu te rends compte, les avocats vont se faire de la thune parce que quand même, tu pousses la femme au divorce. Je fais non, je pousse pas la femme au divorce. Je pousse la femme à être heureuse. Donc si elle n'est pas heureuse avec son conjoint ou son mari, il ne faut pas qu'elle ait peur de quitter pour vivre bien. Parce que son mari déjà sera heureux et elle sera heureuse également lorsqu'ils auront rompu. Mais je ne vais pas dire aux nanas, vous êtes mariés, il faut que vous divorciez. Non, si vous êtes heureux, tant mieux. Mais si vous êtes malheureux, à quoi ça sert de rester? Alors, on est du même point de vue de ce point de vue-là. Alors, on a fait une petite digression sur le féminisme, mais bon, c'est bien aussi de temps en temps de dire ce qu'on a envie de dire. Exactement. Dans le résumé de vie que tu m'as envoyé, tu me dis que dans tes romans, tu dis c'est que le quotidien, souvent caché sous le tapis à cause de ses aspects dérangeants. Bon, moi, je pense que tu en as parlé un petit peu. Et tu te dis après, ensuite, alors, tu parles
Enfin, tu parles d'auteurs que je connais pas forcément bien, en tout cas pas tous, loin de là. Tu dis, je suis la voix des bas-fonds, passionnée par l'univers de Louis-Ferdinand Céline. Ah oui. Alors, j'ai lu jusqu'au bout de la nuit, mais c'était il y a pas un le bail. meilleur, hein. C'était il y a un bail, surtout, je serais bien incapable de t'en parler aujourd'hui. Bukowski, Carver, Frédéric Dard, Léo Mallet, Burroughs, J.B. Puy, Sergueï Douvodneft. Tu vas le dire mieux que moi. Et tu me dis que tu t'inscris dans le mouvement littéraire du dirty réalisme. Ou en français, roman noir et polar. Ouais. Mais ça, c'est pour ton écriture actuelle. Toujours. Parce que, en fait, le dirty réalisme, et là, c'est vrai que je suis un peu surprise parce que j'ai même certains libraires qui ne connaissaient pas du tout ce courant littéraire. C'est d'ailleurs le papa du dirty réalisme, si je ne dis pas de conneries, c'est Raymond Carver qui commençait à écrire des nouvelles, mais c'était sur des situations de vie tout à fait traditionnelles, une écriture relativement minimaliste également. C'est juste pour expliquer la vie de gens lambda, mais avec leur côté sombre également. Demain, je peux écrire un bouquin sur ma boulangère qui est célibataire depuis 10 ans parce qu'elle a perdu son mari à la suite d'un accident, par exemple. On est dans du dirty réalisme. Si je l'écris d'une façon très minimaliste, si je vais décrire réellement les sentiments de la boulangère, ce qu'elle va vivre, avec des côtés très sombres. Mais c'est vraiment une écriture très simple. Bukowski, pour moi, c'est plus du dirty réalisme, même si certains l'associent un peu à la Beat Generation. Pour moi, c'est pas du tout possible de mélanger Bukowski avec, par exemple, Burroughs ou bien alors, comment il s'appelait, sur Kerouac, etc. Pour moi, c'est deux univers différents. Je suis plus vraiment du côté c'est des histoires de vie, et les histoires de vie ne sont pas toutes roses, en fait. Ouais. Après, en ce qui concerne le polar, effectivement... Mais on sent que tu as une appétence pour ces vies qui, surtout quand elles ne sont pas toutes roses, en fait. C'est un peu l'impression que tu me donnes. Parce que la vie de tout le monde n'est pas rose, quoi qu'il en soit, dans la vie, dans notre existence. Et c'est pour ça que j'explique souvent à des gens, je sais pourquoi certains romans marchent mieux d'autres. C'est parce qu'en fait, on se retrouve. Les humains, en fait, on est tous pareils, sauf qu'on va, au niveau de nos émotions, etc., on va gérer les choses différemment. Et je ne connais personne qui a vécu une vie de la naissance jusqu'au lit de mort en disant « j'ai jamais eu de souffrance, ma vie elle a toujours été formidable, j'ai jamais eu de problème ». Ça n'existe pas. Alors ça n'existe pas, mais surtout, et c'est là-dessus que je voulais t'amener, parce que des fois j'aime bien introduire un sujet, ça dépend surtout de notre façon de voir la vie. Bon, moi j'ai eu des difficultés dans la vie, je sortirai bientôt un bouquin qui va en parler, mais tout dépend comment on la regarde cette vie-là. Moi c'est vrai que je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide, et quelque part je me pose la question de ce qui amène à vouloir écrire sur les côtés sombres, parce que c'est pas ma... Alors c'est pour ça que je fais une comparaison pour essayer de te comprendre, ou essayer de comprendre ta motivation à écrire ça, parce que ça me viendrait pas à l'esprit. Je les vois aussi, mais c'est pas ceux qui me marquent le plus, et c'est pas de ceux-là que j'ai envie de parler en fait. Donc c'est pour ça que je voulais que tu... Comme j'expliquais, j'ai deux boulots. Je suis photographe et écrivaine. J'ai toujours, mais même chez les gens, j'aime beaucoup la dualité, etc. La photographe va montrer tout ce qui est lumineux, tout ce qui est très positif, tout ce qui est très beau dans l'humain. Et j'ai besoin d'avoir une sorte de bascule avec la littérature. Et encore maintenant, je sais que j'ai changé, je le vois que mon écriture a évolué également. C'est parce qu'avant, j'avais tendance effectivement à écrire des romans noirs parce que c'était vraiment c'était de l'écriture, presque de l'écriture spontanée et thérapeutique. Aujourd'hui, je vois bien que j'en ai moins besoin, parce que pour sortir une comédie romantique, là, pour écrire un polar, mon polar n'est pas sombre, c'est vraiment dans la même veine, je n'arrive pas à la cheville, de Frédéric Dard. Il y a énormément d'humour, c'est pas le truc où tu as envie où tu as la gerbe, comme si tu lisais du Chuck Palahniuk ou bien alors du Tillier, quoi. Je sais pas si on dit Tillier ou Tilliez, mais c'est pas sombre. C'est pas, je vais pas décrire des scènes de crime en disant il a été disséqué comme si. Non, ça non. Ouais. C'est juste, en plus, je fais juste une petite parenthèse rapidement sur faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. C'est juste l'histoire d'une gamine de 25 ans qui, quand même, a passé son adolescence à la prison de La Paz à San Pedro, donc vraiment très difficile. Donc quand elle arrive en France, elle peut pas avoir la même mentalité qu'une gamine de 25 ans européenne classique. Et elle va mener des enquêtes en tant que journaliste citoyenne. D'accord ? Donc elle va dénoncer des faits sociétaux qu'elle va écrire dans son blog, avec l'aide du Poulpe. Du Poulpe qui est sorti dans les années 90 par Jean-Bernard Puy, qui n'est pas commissaire de police, il n'est pas journaliste, pareil, c'est une sorte de journaliste citoyen.
D'accord. Il n'y a pas de carte de presse ni rien. Donc là, C'est léger. tu nous parles de ton dernier livre, là. C'est le dernier livre. Qui s'appelle donc Redis-le-nous. De toute façon, il va apparaître à l'écran. Il ne faut pas prendre les enfants de la rue pour des connards sauvages. C'est un big up à Audiard. J'adore Audiard. J'aime beaucoup Audiard. Mais Et tu reprends dans ce livre-là un univers, en fait, qui a été écrit par la personne dont tu as parlé tout à l'heure. Voilà, moi, c'est donc, je remercierai jamais assez Sergueï Donovets, qui est un écrivain de polar, qui a écrit des bouquins formidables. D'ailleurs, j'ai commencé à le lire avec l'atelier d'écriture. Sous son pseudonyme, c'est Chef de ville. J'ai pris des barres de rire en le lisant. Il m'a fait un bien fou, et c'est très rare que je rigole là-dessus. Donc là, il m'a contacté, il me dit, voilà, ça te dirait d'écrire un polar ? Et moi, j'adore les défis, et je me suis dit, j'ai jamais écrit de polar, je ne sais pas du tout. Et franchement, jamais je n'aurais pu envisager écrire des polars. Je me disais, oh là là, je ne vais pas être capable d'écrire un polar. Là, j'ai pas eu le choix. Par contre, on a une Bible, comme pour le poulpe. Donc, dans cette Bible, on a le personnage principal. On nous donne quelques petits renseignements, et le reste, on a carte blanche. Donc, c'est un auteur qui va écrire un fille du poulpe différemment. J'ai pris tellement mon pied, c'est-à-dire j'ai mené une enquête, il a fallu que je me renseigne sur la prison de La Paz, il a fallu que je me renseigne sur ce que faisaient aussi les jeunes, etc. Là, je dénonce la violence faite aux femmes, je dénonce en gros, certains trafics plus. Et franchement, ce qu'elle va découvrir dans cette enquête, ça va dépasser vraiment ce qu'elle aurait pu imaginer. Et il y a également une espèce de confrontation générationnelle, si on peut dire ça comme ça, où elle a 25 ans et le poulpe en a plus de 60. Et il y a vraiment un choc des cultures. Ouais. Donc elle est un peu wokiste, ma Gabriella. Je dis ma Gabriella parce que pour le coup, elle m'appartient à moi dans ce roman-là. C'est toi qui l'as créé, ce personnage-là? Non, c'est pas moi qui ai créé ce personnage. On m'a donné la Bible, on m'a dit elle a 25 ans, elle vient de la prison de San Pedro, etc. Mais dans ce bouquin, moi, toute sa psychologie, on va dire, sa façon de se comporter, dans ce roman-là, elle est à moi. Dans un autre bouquin, elle sera différente de la mienne. D'accord. Mais pour moi, elle continue à bourlinguer dans le monde entier. Elle est pétillante, il y a plein d'humour. J'ai adoré écrire ce bouquin. Du coup, je suis en train d'écrire un autre polar là actuellement. J'ai tellement pris mon pied, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter à un bon chemin. Ouais. Parce que je n'ai plus rien à vomir. Je n'ai plus, je pense, certaines colères enfouies. J'ai moins. D'abord, j'ai vieilli, donc mes revendications, il faut dire ce qui est vrai, le militantisme, etc. Petit à petit, on se tempère avec le temps, je pense aussi. On a envie de faire réagir les gens, mais de façon beaucoup plus posée, sans faire du rentre-dedans. Je l'ai vécu, j'ai été rentre-dedans, je sais ce que c'est. Donc ça me permet moi aussi de pouvoir contrer certaines personnes qui vont essayer de faire du rentre-dedans. T'as mûri. J'ai mûri, bah oui, bien sûr, j'ai mûri, heureusement. Putain, si j'avais la mentalité de... Ça serait un peu perturbant quand même, je pense. Mais oui, donc c'est pour ça que maintenant mes bouquins me... Non, de toute façon, quoi qu'il en soit, auteur érotique, je n'ai jamais été. Ce sont les gens qui, effectivement, m'ont catalogué d'auteur érotique. Mais même Spengler, très clairement, il a dit non, il s'agit d'un roman et pas de... Sinon, il l'aurait pris chez Blanche, il l'aurait pas pris chez Hugo, quoi. Ouais, donc non, ouais. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu as une autre activité, en plus, quelque part, l'activité joyeuse, positive, c'est la photographie, qui est une bonne partie de ton activité. Je ne sais pas combien de temps ça te prend, à mi-temps, peut-être. Mais il faut que ça me prenne de toute façon, c'est ce qui me permet de remplir mon frigo, donc on va dire c'est mon activité principale. D'accord, c'est ton activité principale. C'est vraiment mon vrai métier, on va dire. De photographe. De photographe, où je suis à la disposition majoritairement des femmes qui ont besoin de se réapproprier leur image. Donc on pourrait associer ça à de la photothérapie, même si dans le terme médical, je crois que photothérapie, ça signifie je ne sais plus quoi, mais c'est médical. C'est peut-être autre chose. Ouais. C'est autre chose. Non, là, c'est vraiment pour dire aux femmes, soyez qui vous avez envie d'être, amusez-vous devant l'objectif, et moi je vais vous montrer à quel point vous êtes belle et que vous n'avez pas raison d'avoir des complexes ou quoi que ce soit. Donc peu importe votre âge, c'est toujours à partir de 18 ans jusqu'à 60, 70, 80, plus, jusqu'à ce qu'elle soit capable de continuer de marcher ou de me rejoindre. Et c'est vraiment de leur montrer qu'elles sont aussi belles que les femmes dans les magazines, en fait. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir pour moi de faire des rencontres toujours hyper enrichissantes avec des femmes qui sont très émouvantes parce qu'elles ne sont pas du tout pareilles en début de séance qu'en fin de séance. On sent vraiment une libération en fin de séance. Libération déjà du fait que ce soit terminé et puis de se dire « Waouh, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de faire ». D'accord. Et donc, majoritairement, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me déplace moins qu'avant, parce qu'avant, je bourlinguais dans la France entière, j'allais même en Belgique, j'ai fait l'Italie, Monaco, etc.
Aujourd'hui, je suis tellement bien dans le pays Gex que j'ai eu un partenariat, j'ai la chance d'avoir un partenariat avec la Discover Room qui met à disposition de mes clients la Discover Room et l'extérieur. Donc là, je suis contente, quoi. Et puis, effectivement, comme tu le dis, tu as un partenariat avec cette Discover Room dans laquelle on est en train de filmer cette interview. Je fais les ateliers d'écriture également. Alors, je vais faire, hop, on va prendre le trépied et puis je vais montrer un petit peu cette salle qui, effectivement, est très sympathique et qui met à l'aise, je trouve, cette pièce-là. Ah, mais on a l'impression d'être à la maison ici. Ouais, elle est très sympa, cette salle. Donc, les ateliers d'écriture, on les fait sur la table du fond et l'hiver... Laurie parfois fait un feu de cheminée, donc il y a vraiment quelque chose de très chaleureux, surtout quand il neige dehors, c'est magique. Et il y a toujours, donc par contre, on restreint nos ateliers d'écriture à 8 participants et participantes uniquement. Pour être à l'aise sur la table, il y a de la place. Et puis pour qu'il y ait une cohésion, c'est-à-dire que là, il s'est créé un groupe, donc ça fait 2 ans, je crois, qu'on fait ça, ou 1 an. Oh, mon Dieu, problème dans les dates. Et il y a un groupe qui se crée, qui du coup s'inscrit à chaque fois. Donc quand il y a des nouveaux participants, on ouvre notre atelier. Pourquoi 8 personnes? C'est parce qu'ils sont tellement unis qu'on n'a pas envie du coup de rajouter d'autres personnes parce que ça perdrait son côté maison familiale en fait. Et c'est toujours. Et puis il y a des contacts qui sont liés entre eux en fait quelque part. Ah ben oui, il y a vraiment. Franchement, c'est très très beau de les voir ensemble, de les voir discuter. Maintenant, ça commence à se chercher un petit peu entre eux. Non, c'est vraiment chouette. Et nous, notre objectif, comme je l'avais dit à Laurie, c'était vraiment de dire aux gens, moi c'est ma façon de passer le flambeau quelque part, de leur dire voilà, tout le monde est légitime à écrire. Si vous voulez écrire, il faut juste aimer écrire déjà et d'une. On ne va pas forcer des gens qui n'aiment pas écrire à écrire. Non, c'est leur dire voilà, si tu aimes écrire et que tu aimes lire, tu peux écrire en roman, tu peux écrire tout ce que tu veux. Et ben voilà, si demain tu as envie d'être publié, c'est possible aussi. Peu importe ton niveau d'études, peu importe tes connaissances. C'était ça notre objectif, et du coup on a des participants qui commencent à écrire des recueils de nouvelles, on a un auteur également, franchement on a des gens géniaux quoi. On fait pour les adultes et on fait pour les ados. Et les ados c'est la même chose, ils sont très fidèles, ils reviennent à chaque fois et ils disent aux parents qu'ils kiffent, mais c'est normal qu'ils kiffent parce qu'ils sont libres de s'exprimer, ils ont un bon petit goûter en plus, donc, et puis une ambiance. Alors pour les ados en particulier, je trouve ça bien parce qu'il y a quelque chose que dont j'ai toujours rêvé finalement, alors que c'est jamais arrivé, c'est qu'on m'a jamais laissé écrire ou faire de dissertation sur le sujet qui m'intéressait. C'était toujours imposé. Alors nous c'est imposé, mais comme on leur dit, parce que moi, j'ai vraiment j'ai des problèmes avec l'éducation nationale, entre guillemets, dans le sens où j'ai jamais été une personne scolaire et je ne voulais pas que nos ateliers ressemblent aux cours de français de Madame Martin. Hors de question. Ils sont libres. Nous, on leur donne des pistes. On leur permet de se chauffer, etc., par le biais d'exercices. Et les sujets que je vais leur donner, je sais que ça va leur plaire. Quoi qu'il en soit, je sais pertinemment que ça leur plaira parce que... c'est ça que j'appelle ne pas avoir écrit sur des sujets qui me plaisaient. Mais par contre, on leur dit, le sujet, s'il ne vous inspire pas, vous écrivez sur ce que vous voulez. C'est-à-dire que les contraintes, on vous en donne pour vous inspirer, même nos adultes, on le dit, mais si vous ne suivez pas la contrainte, tant mieux. C'est-à-dire que logiquement, en littérature, on ne devrait pas se mettre de barrière, on devrait écrire comme on veut. Bien que moi, les contraintes, j'adore. Hein. Franchement, il n'y a rien de tel. Je me fais des autocontraintes toute seule par moment. L'écriture, j'aime bien. Ah oui, Qu'est-ce que tu appelles des contraintes, des autocontraintes? Les contraintes, par exemple, je vais en début de roman, je vais marquer, par exemple, il va falloir qu'à un moment donné, ton personnage aille dans tel endroit. Ou bien alors, je vais marquer, dans un paragraphe, tu ne devras pas mettre, je dis n'importe quoi, là, la lettre O. Dans les mots. Chaud. Des trucs ou bien alors je vais prendre une photo et je vais dire allez voilà, maintenant t'écris le début de l'histoire par rapport à la photo que tu es en train de voir. Donc je fais des contraintes pour me permettre de vraiment c'est beaucoup plus fluide. J'adore, mais franchement, c'est pour ça quand j'ai écrit Le Poulpe, c'était la fille du poulpe, c'était magique pour moi avec quelque part ça aide ta créativité. Moi ça aide la créativité. Donc je passe le flambeau et nos adultes on dit la même chose, on vous donne des contraintes. Mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Écoute, on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Vraiment, c'était cool. De l'avoir accepté, ça m'a fait bien plaisir de venir te voir et puis qu'on puisse se rencontrer enfin. Mais c'est ça, c'est tellement mieux de se voir plutôt qu'être au téléphone. Oui, le problème c'est qu'on est séparés par 800 km. Oui. Déjà qu'on n'a pas à se plaindre, hein, parce que quand on était jeune, on ne pouvait pas le faire. Oui. Je me sens vieille. Non, mais c'est vrai, on a cette chance-là, c'est génial. Très clairement. Oui. Donc je te remercie encore une fois. Merci beaucoup à toi. Et puis merci à la Discover Room. Oui.